Le tintement cristallin d'un verre brisé imposa un silence de plomb dans toute la salle. Au Saphir, l'établissement le plus prestigieux du 8e arrondissement de Paris, chaque regard se tourna vers le centre de la pièce où Marc Théron, dont le visage faisait la une de tous les magazines financiers, se tenait debout, surplombant une serveuse tremblante, le visage empourpré par une rage incontrôlable. « Ne joue pas les innocentes avec moi, petite rat de gouttière !» hurla Théron, des postillons s'échappant de ses lèvres contractées. « Cette montre vaut plus que ta vie entière. Vide tes poches, ou je m'assurerai que tu finisses dans une cellule si sombre que tu en oublieras la couleur du soleil. » Jeanne Jacquin, la serveuse, levait les mains en signe de reddition, les larmes sillonnant ses joues pâles. Elle ignorait qu'en exactement 20 minutes, les enregistrements de la vidéosurveillance révéleraient une vérité si révoltante qu'elle ne détruirait pas seulement la carrière de Théron, mais pulvériserait son existence tout entière. Mais pour l'instant, elle devait endurer l'humiliation la plus totale sous les yeux de l'élite parisienne. Jeanne Jenkins ajusta son tablier, lissant le tissu blanc immaculé sur son pantalon noir. Ses mains tremblaient légèrement, une réaction instinctive qu'elle ne parvenait jamais à dompter lors des services du vendredi soir au Saphir. Ce restaurant n'était pas un simple lieu de restauration, c'était un théâtre de la démesure, un sanctuaire où une seule bouteille de vin coûtait plus cher que 6 mois de loyer de son petit appartement à Saint-Denis. Elle observa son reflet dans le cuivre poli de la station de service, y découvrant des yeux fatigués qui semblaient appartenir à une femme de 40 ans alors qu'elle n'en avait que 26. Entre les séances de dialyse de sa mère à l'hôpital Saint-Louis et les dettes accumulées pour ses études, Jeanne coulait. Ce travail, avec ses pourboires élevés et sa clientèle tyrannique, était sa seule bouée de sauvetage. « La table 4 est pour vous, Jeanne, » murmura Elias Vance, le maître d'hôtel rigide, en glissant près d'elle. « C'est un profil très important. Manipulez-le avec une prudence extrême, car il s'agit de Marc Théron. » L'estomac de Jeanne se noua instantanément. Dans le milieu de la restauration, ce nom était synonyme de terreur. Marc Théron était un gestionnaire de fonds spéculatifs connu pour 2 choses: amasser des milliards dans le secteur technologique et traiter le personnel de service comme du mobilier jetable. Selon la presse spécialisée, il faisait l'objet d'une enquête approfondie de l'autorité des marchés financiers. Mais il continuait de marcher comme si le bitume lui appartenait. Jeanne prit une profonde inspiration, fixa son masque de professionnalisme et se dirigea vers la table 4. Théron était déjà installé, faisant défiler frénétiquement des informations sur son téléphone. C'était un homme imposant, vêtu d'un costume sur mesure dont le prix aurait pu financer un dispensaire, mais qui lui seyait mal. Face à lui siégeait une femme plus jeune, affichant un ennui profond et une beauté glaciale. « Bonsoir, monsieur, madame », dit Jeanne d'une voix qu'elle espérait stable. « Bienvenue au Saphir. Je m'appelle Jeanne et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous proposer une eau minérale pour commencer ? De l'eau pétillante, de la glace à part, pas dans le verre, » aboya Théron sans même daigner lever les yeux. « Et apportez la carte des vins, la réserve privée, pas les déchets que vous montrez aux touristes de passage. » « Bien sûr, monsieur, » répondit Jeanne, notant immédiatement l'agressivité latente. Le service du dîner se révéla être un véritable champ de mines. Théron se plaignit de la température du pain, renvoya l'entrée, un tartare de bœuf wagyu, pourtant parfait, en prétendant qu'il sentait le chien mouillé malgré le génie du chef Jean-Luc, triplement étoilé au guide Michelin. Tout au long du repas, Jeanne resta invisible et efficace, remplissant les verres, avant qu'ils ne soient vides, anticipant chaque besoin. Elle exécutait une danse délicate pour calmer la bête, car elle avait désespérément besoin de ce pourboire, les frais médicaux de sa mère,
venait encore d'augmenter et son loyer accusait 3 jours de retard. Lorsque le plat principal fut débarrassé, un carré d'agneau que Théron avait mangé sans mot dire, Jeanne s'autorisa un bref instant de soulagement. Il passait au dessert, la partie la plus difficile était derrière elle. Théron s'adossa à son siège, déboutonnant sa veste. Il semblait fébrile, ses yeux parcourant la salle avec une nervosité qu'il tentait de masquer par l'arrogance. Il tapota son poignet, regarda l'heure, puis se figea brusquement. Un masque de panique exagéré déforma ses traits. Il palpa les poches de sa veste, puis celles de son pantalon, avant de regarder sous la table. « Monsieur » intervint Jeanne en s'approchant avec la carte des desserts. « Tout va bien ?» Théron se leva lentement, ses yeux se fixant sur Jeanne avec une lueur prédatrice, tandis que la température de la pièce semblait chuter brutalement. « Ma montre », dit-il d'une voix dangereusement basse. « Ma Patek Philippe Grandmastersheim. Je l'ai enlevée pour me laver les mains aux toilettes et je l'ai posée juste ici, sur la table, à côté du panier à pain. Je suis retourné aux toilettes à l'instant et vous avez débarrassé la table. » Le sang de Jeanne se glaça dans ses veines. « Monsieur, j'ai enlevé le panier à pain, mais il n'y avait aucune montre. Je l'aurais vu. Es-tu en train de me traiter de menteur ?» La voix de Théron tonna, résonnant dans la salle feutrée. « Non, monsieur, absolument pas. Je dis simplement que je ne l'ai pas vu. »« C'est un garde-temps de 2 millions d'euros !» hurla Théron en frappant violemment la table, faisant tinter l'argenterie. « Et vous êtes la seule personne qui s'est approchée de cette table. » Le silence qui suivit fut suffocant. Chaque convive cessant de manger, les fourchettes restant suspendues en l'air. À la table 7, le PDG d'un grand groupe technologique observait la scène d'un air sombre. Elias Vance, le maître d'hôtel, apparut instantanément, blême de terreur. Un scandale au saphir était le péché ultime. « Monsieur Théron, je vous en prie, » chuchota Vance les mains jointes. « Quel semble être le problème ?»« Le problème ?» cracha Théron en pointant un doigt épais vers la poitrine de Jeanne. « C'est que vous employez des voleurs. Cette fille a volé ma montre. Je l'ai posée là, elle a débarrassé et maintenant elle a disparu. » « Jeanne » dit Vance en se tournant vers elle sans aucune once de soutien dans le regard. « Avez-vous vu la montre ?»« Non, monsieur Vance, je le jure sur ce que j'ai de plus cher, » sanglota Jeanne. « J'ai débarrassé les assiettes, nettoyé les miettes. Il n'y avait rien. Je ne volerai jamais rien. »« Oh, épargne-nous tes larmes de crocodile, » ricana Théron en prenant à témoin l'assemblée qu'il avait captivée. « Regardez-la. Regardez ses chaussures usées, ses cheveux mal coiffés. Elle est désespérée. Elle a pas vu une chance de changer sa vie et elle l'a saisie. C'est pathétique. » Jeanne sentit la chaleur monter à ses joues, mélange de peur et de honte. Il était en train de la dépouiller de sa dignité, couche après couche, devant l'élite de la ville. « Monsieur, » dit Jeanne avec une voix désespérée, « je travaille ici depuis 4 ans sans aucune plainte. Vous pouvez fouiller mes poches, mon tablier, je ne l'ai pas. Oh, nous ferons bien plus que fouiller tes poches, » dit Théron avec un sourire cruel. « Je veux la police, maintenant. »« Monsieur Théron, » bégaya Vance, « nous pourrions peut-être régler cela en interne. »« J'ai dit appeler la police, » rugit Théron, « et verrouiller les portes. Personne ne sort d'ici. Cette fille l'a probablement passée à un commis ou l'a glissée dans les ordures pour la récupérer plus tard. Je veux une fouille complète. » Vance hocha la tête frénétiquement et courut vers l'accueil. Jeanne resta là, isolée, ses mains tremblant si fort qu'elle dut agripper le tissu de son tablier. Elle regarda la femme assise avec Théron qui fixait son assiette, refusant de croiser son regard. « Pourquoi faites-vous cela ?» chuchota Jeanne.
Théron se pencha si près qu'elle fut la seule à l'entendre, son haleine empestant le cognac coûteux. « Parce que, ma chérie, j'ai besoin d'une réclamation d'assurance et tu es le bouc émissaire parfait. Qui vont-ils croire? Marc Théron ou une serveuse de rien du tout avec des trous dans ses chaussures ?» La cruauté de cet aveu coupa le souffle à Jeanne. Il ne faisait pas d'erreur, il la piégeait délibérément pour de l'argent. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça, » dit-elle sans conviction. « C'est déjà fait, » sourit Théron en ajustant sa cravate. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus et rouges balayèrent les larges baies vitrées. Deux officiers entrèrent, le sergent Meunier, un homme au visage taillé dans le granit, et une jeune recrue. « Quel est le problème ici ?» demanda Meunier. « Elle a volé ma montre, » déclara Théron. « Une Patek de 2 millions. Je veux qu'elle soit arrêtée et fouillée. » Le sergent observa Jeanne, lisant la terreur pure dans ses yeux. Il était policier depuis 30 ans et savait reconnaître une criminelle d'une civile terrifiée. « Madame, » dit-il calmement, « avez-vous pris la montre de ce monsieur ?»« Non, officier, je le jure sur la vie de ma mère, » sanglota Jeanne. « Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous procédions à une fouille et que nous vérifions votre casier. »« Je vous en prie, » dit Jeanne, « vérifiez tout. » L'humiliation des 20 minutes suivantes fut atroce. Une policière fut appelée pour fouiller Jeanne dans les toilettes, tandis que les clients fortunés jasaient à l'extérieur. Ils vérifièrent Bird, ses chaussettes, ses cheveux, la doublure de son tablier. Rien. Ils l'emmenèrent au vestiaire du personnel et vidèrent son casier. Un vieux gilet, une photo de sa mère, une boîte d'ibuprofène et un passe Navigo. Rien. Théron faisait les 100 pas dans la salle à manger à leur retour. Alors, où est-elle? Elle n'a rien sur elle et rien dans son casier, dit Meunier les yeux plissés. Alors elle s'en est débarrassée, hurla Théron. Elle l'a jetée aux ordures ou donnée aux plongeurs. Fouillez la cuisine, démontez cet endroit. Le directeur Vance semblait prêt à s'effondrer. Monsieur Théron, je vous en prie, le dérangement. Je me moque de votre dérangement, je tiens à ma propriété. Jeanne se tenait près de la porte de la cuisine, se sentant comme un fantôme. Sa vie s'écroulait. Même sans arrestation, elle était licenciée. Aucun restaurant à Paris ne recruterait une serveuse accusée de vol. Elle pensa à sa mère à l'hôpital. Comment paierait-elle les factures la semaine prochaine? Attendez. Une voix profonde coupa le tumulte. Tout le monde se tourna vers l'entrée, où se tenait un homme en costume gris foncé. Ce n'était pas un client. C'était Franck Alix, le chef de la sécurité de l'immeuble de luxe qui abritait le restaurant. Ancien des services secrets, c'était un homme qui descendait rarement au restaurant, sauf en cas d'incendie. « Nous n'avons pas besoin de démonter la cuisine, » dit Alix en s'approchant d'un pas délibéré, une tablette à la main. « Et qui êtes-vous » lança Théron. « Un simple vigile, ne vous en mêlez pas. » Alix ignora l'insulte et salua le sergent Meunier. « Sergent, ravi de vous revoir. »« Alix, » répondit Meunier, « tu as quelque chose ?»« J'ai tout, » dit Alix en tournant son regard froid vers Théron. « Monsieur Théron prétend avoir laissé sa montre sur la table en allant aux toilettes vers 20h45, n'est-ce pas ?»« C'est exact, » dit Théron en bombant le torse. Juste à côté du panier à pain. Alix tapota l'écran de sa tablette. Cet immeuble a été équipé de caméras 4K le mois dernier, monsieur Théron. Nous avons une couverture haute définition de chaque table. Regardez la vidéo à 20h48. Jeanne débarrasse la table. Alix tourna la tablette pour que le sergent et Théron puissent voir. Mais regardez votre poignet, monsieur Théron. Sur l'écran, on voyait Théron se diriger vers les toilettes. Vous ne portez pas la montre, observa Meunier. Je vous l'ai dit,
Je l'ai enlevé avant d'y aller, balbutia Théron. Continuez de regarder, dit Alix. La vidéo montrait Théron revenir des toilettes, s'asseoir et manger son dessert. Puis la caméra zooma. Théron plongea sa main dans sa propre poche de veste, en sortit un objet scintillant et, au lieu de le poser sur la table, il le glissa discrètement dans le sac à main ouvert de la femme assise en face de lui, pendant qu'elle consultait son téléphone. Le silence dans le restaurant devint absolu, plus lourd encore que celui qui avait suivi l'accusation. C'était le silence d'un prédateur pris au piège. La femme à table sursauta, attrapa son sac et le vida sur la nappe. Un rouge à lèvres, des clés et la Patek Philippe s'étalèrent un armère sur le linge blanc. « Je... » commença Théron en reculant. Elle a dû la prendre, elle est complice de la serveuse. « Tais-toi, Marc, » dit la femme en se levant, l'air dégoûté. « Tu as mis ça dans mon sac pour piéger cette fille en m'utilisant comme mule. »« Ce n'est pas ce que vous croyez !» hurla Théron, la sueur coulant sur son visage. « La vidéo est truquée, c'est un coup monté. Savez-vous qui je suis ?»« Oui, » dit Alix en s'approchant, sa présence physique dominant Théron. « Nous savons que vous avez déposé un bilan secret ce matin. » Un murmure de stupeur parcourut la salle. « Vous êtes ruiné, monsieur Théron. Et vous aviez besoin d'une prime d'assurance de 2 millions pour couvrir vos dettes demain. Vous avez décidé de détruire la vie de cette jeune femme pour cela. » Théron regarda autour de lui. L'admiration avait disparu, remplacée par le dégoût. « Arrêtez-le, » dit Meunier en sortant ses menottes. « Non, vous ne pouvez pas, » hurla Théron alors qu'on l'entraînait. « Je suis Marc Théron. Je vais vous racheter et raser cet immeuble. » Alors qu'il l'emmenait, le restaurant éclata en applaudissements. Des acclamations sincères. Jeanne resta immobile, les jambes flageolantes. Alix s'approcha d'elle, son expression s'adoucissant. « Ça va, Jeanne ?»« Je crois, » murmura-t-elle. « Merci, monsieur Alix, vous m'avez sauvé. »« Je fais mon travail, » sourit-il. « Mais la nuit n'est pas finie. Le propriétaire de l'immeuble a vu les images depuis son appartement. Il veut vous voir maintenant. » Le cœur de Jeanne s'emballa. Le propriétaire, le mystérieux milliardaire Arthur d'Argenval. Personne ne le voyait jamais. « Suis-je en difficulté ?» demanda-t-elle. « Non, » dit Alix. « Je pense que votre vie va changer à nouveau. » L'ascension vers le 90e étage sembla durer une éternité. Jeanne lissa son tablier, essuyant ses larmes. Lorsqu'elle entra dans l'appartement, elle eut l'impression d'être dans un musée. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur Paris. Près d'une cheminée massive, un vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux perçants l'attendait. « Entrez, Jeanne, » dit-il d'une voix rauque mais puissante. « Appelez-moi Arthur, asseyez-vous. » Jeanne s'installa sur le bord d'un fauteuil de velours. « Monsieur, je suis désolé pour le tumulte. »« Vous avez agi avec dignité, » dit Arthur. « Mieux que je ne l'aurais fait. » Il tendit la main vers un verre d'eau, mais ses doigts tremblèrent violemment. Sans réfléchir, Jeanne se leva, prit doucement le verre et l'aida à boire. C'était un réflexe acquis après des années à soigner sa mère. Arthur l'observa avec curiosité. « Vous êtes une soignante naturelle, n'est-ce pas ? » « Je m'occupe de ma mère malade, monsieur, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit Arthur. « Alix est très efficace. J'ai fait faire une enquête sur tout le monde, pas seulement sur Théron. Je connais vos dettes, la dialyse, vos 3 emplois. » Jeanne baissa les yeux. « Je fais ce qu'il faut. Théron vous a traité de voleuse, » poursuivit Arthur. « Mais un voleur prend, alors que vous donnez. Vous donnez votre temps et votre jeunesse. J'ai une proposition pour vous. Je suis mourant, Parkinson et d'autres choses. Je n'ai pas d'enfant,
Ma femme est partie il y a 10 ans. Je suis entouré de requins comme Théron qui attendent ma mort. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui sait ce que signifie lutter et rester honnête. Je ne cherche pas une serveuse, Jeanne. Je cherche une assistante personnelle pour gérer mes affaires et m'assurer que mon héritage aille à des œuvres caritatives. Pas à mes administrateurs cupides. Jeanne était stupéfaite. Monsieur, je n'ai aucune expérience en affaires. Je n'ai pas besoin d'expérience, j'ai besoin de caractère. Le salaire est de 200 000 € par an, avec une couverture médicale totale pour vous et votre mère. Je peux la faire admettre dans une aile privée demain. Jeanne sentit le monde tourner. C'était un miracle. Dites oui, dit Arthur. Mais il y a un piège. Marc Théron n'était pas qu'un client, il était membre de mon conseil d'administration. En l'exposant, vous avez déclenché une guerre. Ils s'en prendront à vous. Ils fouilleront votre passé. Êtes-vous assez courageuse pour cela, Jeanne? Car si vous acceptez, le drame du restaurant n'était qu'un apéritif. 3 jours plus tard, Jeanne arrivait au siège des entreprises d'Argenval. Elle ne portait plus son uniforme de serveuse, mais un tailleur gris anthracite qu'elle avait acheté dans une friperie et fait ajuster. Elle avait besoin d'une armure. Les bureaux étaient une ruche bourdonnante d'analystes et d'assistants. Lorsqu'elle entra, le bruit ne s'arrêta pas, mais la température sembla chuter. Les regards la suivaient. Elle était la serveuse. Le cas social. Elle se dirigea vers son bureau, devant les portes massives d'Arthur. Mais une femme lui barra la route. Grande, vêtue d'une robe rouge hors de prix, ses cheveux blonds tirés en arrière de façon douloureuse. C'était Linda de Saint-Hubert, vice-présidente du conseil et alliée de Théron. « Vous devez être la nouvelle aide, » dit Linda d'une voix mielleuse. « Je suis l'assistante exécutive d'Arthur, » corrigea Jeanne. Linda ricana en inspectant ses ongles. « Écoutez-moi bien, Arthur est excentrique. Il ramasse les traits de misère. Mais ici, nous traitons des fusions à des milliards, pas de la soupe renversée. »« J'apprends vite, » dit Jeanne. « Ah oui ? Marc Théron est en liberté sous caution. Ses avocats préparent une plainte pour diffamation. Et quand Arthur mourra, ce qui arrivera bientôt, c'est moi qui dirigerai cet endroit. Si j'étais vous, je prendrais quelques fournitures de bureau et je retournerais en cuisine. » Jeanne sentit ses mains trembler, mais elle se souvint des paroles d'Arthur. Madame de Saint-Hubert, Arthur a demandé les rapports financiers du 3e trimestre pour midi. Si vous avez fini de me menacer, je vous suggère de vous mettre au travail, à moins que vous ne vouliez que je dise à Arthur que sa vice-présidente a trop de temps libre. La mâchoire de Linda se contracta. Tu le regretteras, petite rate. Pendant les 2 mois suivants, la guerre promise devint une réalité quotidienne. Des dossiers disparaissaient de son bureau. Son compte informatique était bloqué sans raison. Des hommes en voiture sombre la suivaient jusqu'à son appartement. Mais Jeanne ne rompit pas. Elle travaillait 18 heures par jour, organisait l'emploi du temps chaotique d'Arthur et étudiait le droit des sociétés jusqu'à l'aube. Elle devint indispensable. La santé d'Arthur déclinait rapidement. Certains jours, il ne pouvait plus quitter son lit et Jeanne gérait l'entreprise depuis son chevet. Un mardi pluvieux, alors qu'elle cherchait un vieil acte de propriété dans le bureau d'Arthur, elle tomba sur une armoire verrouillée au fond de la pièce. Arthur lui avait confié ses clés. Elle parcourut les dossiers, déclarations fiscales, plans de construction, jusqu'à ce que ses doigts s'arrêtent sur une enveloppe jaunie portant un nom manuscrit. Benoît Jacquin. Le souffle de Jeanne se coupa. C'était le nom de son père. Son père qui était parti il y a 20 ans pour chercher du travail à Paris et n'était jamais revenu. Sa mère disait qu'il était un rêveur brisé par la ville. Pourquoi son nom figurait-il chez un milliardaire?
Elle ouvrit l'enveloppe et y découvrit des plans détaillés d'un système de support structurel révolutionnaire pour gratte-ciel, le système même qui avait rendu possible la tour d'Argenval. Sous les plans se trouvait un contrat de partenariat entre Arthur d'Argenval et Benoît Jacquin, daté d'il y a 22 ans. Et enfin, un rapport de police. Sujet, Benoît Jacquin. Incident, détournement de fonds. Statut, arrêté. Jeanne lut le rapport, le cœur battant à tout rompre. Le témoin principal contre son père était Marc Théron. Jeanne laissa tomber les papiers. Son père n'était pas parti. Il avait été piégé par les mêmes hommes qui essayaient aujourd'hui de la détruire. Il était le partenaire d'Arthur, et Théron l'avait évincé pour voler ses inventions. « Tu l'as trouvé » croassa une voix faible. Arthur se tenait sur le seuil, appuyé sur sa canne. « Vous saviez » chuchota Jeanne les larmes aux yeux. « Vous saviez qui j'étais » ?»« Pas au début » admit Arthur en boitant vers elle. « Mais quand j'ai vu ton nom et ton visage, tu lui ressembles tellement, Jeanne. » Benoît était le génie derrière cette entreprise. Je n'étais que l'argent. Théron était le requin. Il m'a convaincu que ton père volait. J'étais jeune et cupide. J'ai laissé ton père aller en prison. Il est mort dans un foyer 3 ans plus tard. Arthur s'effondra dans un fauteuil. Je porte cette culpabilité depuis 2 décennies. Quand je t'ai vu au restaurant tenir tête à Théron, j'y ai vu un signe, une chance de rédemption. Vous avez laissé mon père mourir, dit Jeanne d'une voix vibrante de rage. Ma mère s'est tuée à la tâche à cause de vous. Je sais, murmura Arthur, et je ne pourrai jamais réparer cela. Mais je peux te donner ce qui te revient. Ce n'est pas juste un dossier, Jeanne. C'est la preuve que Benoît possède 40% de cette société. Tu ne travailles pas pour moi. Techniquement, tu possèdes presque la moitié de tout ceci. Avant que Jeanne ne puisse réaliser, la porte de l'appartement fut fracassée. Franck Alix fut neutralisé dans le couloir par des hommes en noir. Linda de Saint-Hubert entra dans le bureau, flanquée de gardes privés et de Marc Théron. Théron semblait plus maigre, ses yeux étaient sauvages. « Touchante retrouvaille » ricana Théron, « mais la fête est finie. Sortez de chez moi » grogna Arthur. « Ce n'est plus chez toi, vieil homme » dit Linda en jetant un document sur le bureau. « Nous venons de tenir un conseil d'administration d'urgence. Engagez une serveuse, lui donner accès à des fichiers sensibles. Votre comportement est erratique. Nous invoquons l'article 25. Vous êtes déclaré incapable mentalement. » « C'est un mensonge » cria Jeanne. « Et toi » dit Théron en pointant un pistolet muni d'un silencieux vers elle. « Tu es une voleuse. Nous avons des preuves que tu as détourné de l'argent vers les comptes médicaux de ta mère. »« Je n'ai pas pris un centime » s'écria Jeanne. « Les registres disent le contraire. » Sourit Linda cruellement. « C'est incroyable ce qu'un bon informaticien peut faire en 10 minutes. » Théron s'approcha. « Voici comment ça se passe. Arthur signe ses droits de vote à Linda. Toi, Jeanne, tu signes des aveux pour détournement, en échange de quoi nous ne poursuivons pas ta mère mourante. Nous enterrons l'histoire de ton père et tout le monde s'en va. »« Et si nous refusons ?» demanda Arthur. Alors Arthur fait une chute tragique depuis son balcon, dit Théron froidement. Et Jeanne disparaît comme son père. Jeanne regarda l'arme, puis le dossier sur le bureau. Elle sentit un calme étrange l'envahir. La panique était inutile. « Tu es négligent, Marc, » dit-elle calmement. « Comment ? Tu as été négligent au restaurant et tu l'es encore. Tu penses qu'Alix est juste un vigile. Arthur a installé un système d'alerte silencieux il y a 3 semaines. Il n'appelle pas la police, il appelle le service de protection des témoins. » Les yeux de Théron cherchèrent une caméra. « Et, » continua Jeanne en s'interposant devant Arthur, « cette pièce est enregistrée en direct. Vous venez de confesser un chantage et un projet de meurtre. » Le visage de Linda devint livide. « Marc,
Elle bluffe. C'est une serveuse. Bien sûr qu'elle bluffe, hurla Théron en levant son arme. Donne-moi ces papiers. La baie vitrée derrière eux explosa. Ce n'était pas la police. C'était Frank Alix qui n'avait pas été neutralisé, mais avait fait le tour par l'extérieur. Il se balança depuis le toit avec un équipement de cordiste et traversa la vitre comme un boulet de canon. Le verre vola en éclats. Théron tira un coup de feu sauvage qui toucha le plafond. Alix plaqua Théron contre la cheminée de pierre. Les deux gardes se jetèrent bœufs sur Alix, mais l'ancien agent était une machine de guerre. Il brisa le nez du premier et faucha les jambes du second. Linda hurla et se précipita vers la porte, mais Jeanne fut plus rapide. Elle attrapa une lourde statuette de bronze et bloqua la sortie. « Tu vas quelque part, Linda ?» haleta Jeanne, l'adrénaline coulant dans ses veines. « Pousse-toi, je suis riche, je peux te payer !» hurla Linda. « Je ne veux pas de ton argent, je veux ta démission !» Des sirènes retentirent au loin, des vraies cette fois. Théron gémissait au sol, le genou d'Alix écrasant son dos. « C'est fini, Marc !» grogna Alix. Arthur était affalé dans son fauteuil, cherchant son souffle. Jeanne lâcha la statuette et courut vers lui. « Arthur, tenez bon !» Son visage était gris. « Le dossier, murmura-t-il, prends-le. Prends la société. Rends justice à ton père. » Puis ses yeux se révulsèrent et il perdit connaissance. L'effondrement d'Arthur d'Argenval fut le signal pour l'attaque des loups. Le temps que l'ambulance arrive à l'hôpital, le récit avait déjà été détourné. Jeanne attendait dans la salle d'attente, ses vêtements tachés de suie. À la télévision, un bandeau défilait, le PDG d'Argenval hospitalisé, son assistante soupçonnée d'abus de faiblesse. « Ils vont vite ?» dit une voix froide. Monsieur Finch, le conseiller juridique de l'entreprise, se tenait devant elle avec deux policiers. « Monsieur Finch, comment va-t-il ?»« Vous n'êtes pas de la famille, mademoiselle Jacquin, » dit Finch en lui tendant une enveloppe. « Et vous n'êtes plus employé. Votre contrat est résilié pour faute grave. Faute grave, j'ai sauvé sa vie. Monsieur Théron prétend qu'il a été invité pour une négociation et que Monsieur Alix l'a agressé, » récita Finch. « De plus, l'enregistrement que vous prétendez avoir est irrecevable. En France, la surveillance privée sans consentement est un délit. Arthur étant dans le coma, il ne peut pas consentir. L'enregistrement n'existe pas pour la justice. » Jeanne sentit le sol se dérober. « Mais j'ai la procuration, » argumenta-t-elle. Finch lui arracha les papiers des mains et les déchira. Le conseil a déposé une injonction. Arthur était mentalement inapte. Vous êtes une serveuse. Aucun juge ne croira qu'un milliardaire a confié son empire à une fille qui sert des cafés. Vous êtes interdite d'accès au bâtiment. Et une dernière chose. L'assurance médicale de l'entreprise est annulée, avec effet immédiat. Les 3 jours suivants furent un cauchemar. Jeanne ne pouvait pas approcher de la chambre d'Arthur. Il était seul, entouré d'ennemis. Le coup de grâce vint de l'hôpital. La directrice de l'unité rénale secoua la tête. « Je suis désolé, Jeanne. L'assurance a rejeté la prise en charge pour fraude. »« Vous ne pouvez pas arrêter le traitement, » supplia Jeanne. « Elle mourra. » La facture pour l'aile privée est de 15 000 € par semaine, dit doucement la directrice. À moins que vous ne puissiez payer maintenant. Jeanne vérifia son compte. 400 €. Elle dut transférer sa mère dans une salle commune surpeuplée. Sa mère, faible, lui serra la main. « Ce n'est rien, ma chérie. On a déjà été pauvres. On survivra. » Jeanne sortit sous la pluie battante de Paris. Elle s'assit sur un banc, vaincue. Elle avait le dossier, les plans, les preuves, mais pas d'argent pour un avocat. Le système judiciaire était une machine alimentée par l'or. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Quoi ?»
répondit-elle d'une voix creuse. Ne raccroche pas, dit la voix bourrue d'Alix. Franck, où es-tu? La police te cherche. Laisse-les chercher, dit Alix. J'ai surveillé les communications de la tour. Finch et Linda avancent la réunion. Quoi? Le conseil d'administration n'est pas la semaine prochaine, c'est demain à 8 heures. Ils ont peur qu'Arthur se réveille, alors ils précipitent le vote pour dissoudre la société et la vendre à une holding de Linda. Laisse-les faire, dit Jeanne les larmes aux yeux. Je ne peux pas les arrêter. J'ai perdu. Je ne suis qu'une serveuse. C'est ce que tu es, demanda Alix sévèrement. Parce que l'Arthur que je connaissais n'a pas choisi une serveuse. Il a choisi une battante. Ton père est mort pour protéger son œuvre. Vas-tu les laisser vendre son héritage comme de la ferraille? Il y a une chance. Un des membres du conseil, M. Tanaka, déteste Linda. Si tu peux entrer dans cette salle et prouver tes droits avant le vote, il te soutiendra. Mais je ne peux pas entrer, Franck. Les ascenseurs demandent une empreinte biométrique maintenant. Il y a toujours un moyen, dit Alix. Regarde les plans, Jeanne. Ton père a conçu ce bâtiment. Je parie qu'il a construit une porte dérobée. Jeanne sortit les schémas de son sac, les protégeant de la pluie. Elle remonta les lignes des fondations, des générateurs. Son doigt s'arrêta sur un conduit de ventilation qui parcourait toute la hauteur de la tour. Il portait une petite note manuscrite en bleu pâle, accès de service, code d'urgence, Robbie. Le cœur de Jeanne manqua un battement. Robbie, le surnom de son père. Il n'avait pas seulement construit un conduit, il avait prévu un moyen d'atteindre le cœur de la bête, protégé par un mot de passe que seule sa famille connaîtrait. Un feu s'alluma dans la poitrine de Jeanne, balayant la tristesse. « Franck, dit-elle d'une voix d'acier, rejoins-moi au quai de déchargement sud à 7 heures. Apporte un pied de biche et un costume. » « Un costume ?» demanda Alix en riant. « Pourquoi ? Parce que, dit Jeanne en regardant la tour une dernière fois, je n'y vais pas en intruse, j'y vais en tant que présidente. La salle du conseil était conçue pour intimider, une forteresse de verre et d'acier au 51e étage. Linda de Saint-Hubert siégeait en reine. « Mesdames et messieurs, Arthur d'Argenval est un légume, dit-elle. Nous devons sauver cette entreprise de sa sénilité. » Elle désigna l'écran géant où Marc Théron, en tenue de détenu, hochait la tête. « Linda a raison, » brama Théron. « Vendez la société à la holding. L'action se stabilisera et vous partirez tous avec un bonus à 7 chiffres. Je demande le vote, » annonça Linda. « Motion pour invoquer l'article 25 et exécuter la vente. Qui est pour ?» Les mains commencèrent à se lever. 1, 2, 5. Attendez. La voix était calme. Hiroshi Tanaka restait les bras croisés. « Monsieur Tanaka ?» sourit Linda. « Un problème ?»« Nous n'avons pas entendu le représentant d'Arthur, » dit Tanaka. « Les statuts exigent que l'actionnaire majoritaire soit présent. »« C'est une voleuse !» cria Théron depuis l'écran. « Elle est interdite d'accès. Levez la main, Hiroshi, ne soyez pas celui qui fait couler le navire. » Tanaka hésita. Il commença à lever lentement la main quand un bruit métallique résonna dans le plafond. Tout le monde leva les yeux. La grille de ventilation explosa littéralement, s'écrasant sur le sol dans un nuage de poussière. Franck Alix tomba dans la salle, couvert de suie, ressemblant à un démon surgi des profondeurs. Il se releva et aida Jeanne à descendre. Elle était méconnaissable, le visage barbouillé de graisse, les cheveux en bataille après avoir grimpé 20 étages dans les conduits, mais elle serrait sa mallette de cuir comme une arme. « Sécurité !» hurla Linda. « Sortez-les !» Les gardes se précipitèrent, mais Alix pressa un bouton sur un petit boîtier. Les verrous électroniques de la salle s'enclenchèrent avec un bruit sourd. « Personne ne sort, »
dit Alix. « Nous avons une réunion privée. »« Vous êtes des intrus !» hurla Linda. « Marc, regarde, c'est la serveuse. »« Tu es là !» cria Théron sur l'écran. « Garde, enfoncez la porte !» Jeanne ignora le chaos et se dirigea vers le bout de la table. Elle ne criait pas. Elle marchait avec l'autorité de celle qui possède les lieux. Elle posa la mallette sur la nappe d'acajou avec un bruit sec qui fit taire tout le monde. « Je m'excuse pour l'entrée dramatique, » dit-elle. « Mais je ne pouvais pas vous laisser vendre ma société. »« Ta société ?» Linda rit nerveusement. « Tu n'es rien. » Jeanne ouvrit la mallette et en sortit des documents jaunis. Elle fit glisser le premier vers M. Tanaka. « Monsieur Tanaka, vous êtes un homme d'honneur. Veuillez lire la signature sur l'acte fondateur de 1998. » Tanaka ajusta ses lunettes et écarquilla les yeux. « C'est signé par Arthur d'Argenval et Benoît Jacquin, » dit-il doucement. « Qui est Benoît Jacquin ?» demanda un membre du conseil. « Mon père, » déclara Jeanne, le cofondateur de cette entreprise. « Mon père a conçu les brevets qui vous ont tous enrichis. Et ils ont signé un accord de répartition de 60-40. » « Cela ne veut rien dire, » cria Linda. « Benoît Jacquin est mort en criminel, ses parts ont été confisquées. »« C'est ce que vous pensiez, » dit Jeanne en sortant le deuxième document. Clause 14. Section B. En cas de décès d'un associé, les parts ne reviennent pas à la société, mais sont transférées à l'héritier biologique direct. La salle devint mortellement silencieuse. Mon père ne les a pas perdus, il me les a laissés. Je ne le savais pas car vous avez caché les papiers, mais je les ai trouvés. Elle posa un test ADN sur la table. « C'est un faux !» hurla Théron depuis le moniteur. « Monsieur Tanaka !» demanda Jeanne. « Est-ce que cela ressemble à un faux ?» Tanaka observa le sceau notarial vieux de 20 ans. Il se leva lentement et regarda Jeanne. « C'est authentique, » annonça-t-il. « Je reconnais le sceau de mon propre cabinet d'il y a 20 ans. Si mademoiselle Jacquin possède 40% des parts et détient la procuration d'Arthur pour ses 60%, alors elle contrôle 100% des voix ici. » Jeanne termina sa phrase tandis que Linda s'effondrait dans son siège. Sur l'écran, Théron hurlait des insultes inaudibles. Jeanne se pencha sur la table, fixant les puissants qui l'avaient méprisée. « La motion de vente est rejetée, » dit-elle. Nouvelle motion. Licenciement immédiat de Linda de Saint-Hubert pour espionnage industriel et fraude. « Vous ne pouvez pas me faire ça, » pleura Linda. « J'ai un contrat. »« Vous avez une paire de menottes qui vous attend, » dit froidement Jeanne. « Monsieur Alix, ouvrez les portes. » Les portes s'ouvrirent sur des agents de la brigade financière. Alors qu'ils emmenaient Linda en pleurs et saisissaient les ordinateurs, Jeanne resta immobile. Tanaka s'approcha d'elle et s'inclina profondément. « Bienvenue chez vous, Madame la Présidente. » Jeanne regarda le moniteur une dernière fois. Marc Théron était traîné loin de la caméra par des gardes. Jeanne tendit la main et appuya calmement sur le bouton de fin d'appel, coupant ses cris. L'écran devint noir. Le silence qui suivit n'était plus terrifiant, il était apaisant. Le parcours de Jeanne prouve que l'intégrité est le luxe le plus coûteux, mais que la vérité finit toujours par triompher, même si elle doit ramper à travers un conduit de ventilation. Marc Théron pensait pouvoir écraser une inconnue, mais il avait oublié que les diamants se forment sous la pression. La justice est un plat qui se mange froid, surtout quand il est servi dans les règles de l'art. Jeanne se tourna vers la fenêtre, observant Paris à ses pieds, sachant que son père pouvait enfin reposer en paix et que sa mère recevrait les meilleurs soins du monde dès cet après-midi. Elle n'était plus une victime du destin, elle en était la maîtresse. Son histoire était celle d'une renaissance symbolique, le passage de l'ombre à la lumière, la plus éclatante.
Elle ferait de cette entreprise un exemple d'éthique, honorant la mémoire de Benoît Jacquin à chaque décision. Le monde de la finance allait découvrir que la serveuse du Saphir avait un cœur d'acier et une vision que personne ne pourrait plus jamais ignorer.